Como les decía, vamos a seguir con... Comme je vous le disais, nous reprenons notre programme avec la table ronde suivante qui prétend résoudre les doutes les plus fréquents des bénéficiaires. Et nous allons découvrir comment un projet transnational se construit, un projet de coopération transnationale. Pour cette table, je demande à Christophe Casal, Alessandra Lopez et Antonio Teles de venir nous rejoindre du secrétariat conjoint. Les trois, vous viendrez parler depuis la tribune, à la tribune, n'est-ce pas? Le premier est Christophe. Eh bien voilà, Christophe. Christophe a la parole, je prends ta place. Bon dia, buenos dias. Et dans cette session, on va essayer de voir, en fait, hier on a parlé de la logique d'intervention, surtout du programme. Et dans cette session, on va essayer de voir en fait le lien pratique qu'il y a et qui doit exister entre la logique d'intervention du programme et la logique d'intervention de votre projet. Donc je reprends la logique d'intervention du programme sans entrer en détail puisqu'elle a été vue avec détail hier. C'est le processus intellectuel qui a mené le programme en fait à définir les objectifs spécifiques du programme et on va voir l'importance qu'ont ces objectifs spécifiques pour les projets puisque ça va être votre clé d'entrée en fait dans le programme. On a vu dans les présentations antérieures que la sélection se fait par objectif spécifique. Et si elle se fait par objectif spécifique, parce que la présentation des projets se fait par objectif spécifique. Donc, à partir de là, on va essayer de, premièrement, partir sur la logique d'intervention de votre projet. Qu'est-ce que c'est la logique d'intervention de votre projet? En fait, c'est penser par quels moyens je vais atteindre mes objectifs. C'est assez simple. Premièrement, on se fixe des objectifs spécifiques. Alors, cette partie du groupe de tâches et des objectifs spécifiques va être vue dans la présentation de ma collègue Alexandra juste après. Qu'est-ce qu'il y a en fait dans un groupe de tâches et quelles sont les étapes pour arriver à l'objectif principal du projet. Les activités, c'est la base. Vous fixez des activités en fait, à réaliser dans le cadre du projet qui vont vous mener à l'obtention de livrables. Les livrables qui peuvent être considérés en fait, comme un objectif intermédiaire en fait, pour arriver à une réalisation. Alors on verra tous ces termes-là plus en détail un peu après parce qu'ils sont bien marqués. Les réalisations, en fait, là où les réalisations sont importantes parce que c'est celles en fait, qui vont vous donner l'occasion en fait, de vous lier à la logique d'intervention du programme. Et enfin, vous allez avoir un résultat qui va vous permettre d'atteindre votre objectif principal. Le lien en fait, entre ces deux logiques d'intervention, il doit être permanent en fait. Comme je vous disais, votre clé d'entrée, c'est votre objectif principal du projet qui doit absolument correspondre avec l'objectif spécifique du programme. Les réalisations de votre projet, alors là ça peut paraître très simpliste, les réalisations du projet doivent correspondre absolument aux indicateurs de réalisation. On va voir dans les slides suivantes vraiment le détail de cette correspondance. Et le résultat du projet doit absolument correspondre avec les indicateurs de résultat du programme. On voit ce lien entre les deux logiques d'intervention qui doit être permanent. L'objectif principal du projet il doit être conforme à l'objectif spécifique du programme, je l'ai dit. Les objectifs spécifiques du projet, donc les objectifs que vous fixez, vous, en tant que projet, doivent être cohérents en fait, avec les réalisations que vous prétendez obtenir. On ne peut pas avoir en fait, des objectifs spécifiques trop ambitieux et une réalisation qui ne permet pas en fait, l'atteinte d'un objectif spécifique. C'est un exemple que je prends, mais ça peut être une des erreurs possibles. Les réalisations doivent contribuer aux indicateurs et les résultats également. Le lien entre les deux logiques d'intervention. Comment il se fait concrètement? Il se fait à travers des indicateurs. Hier, ça a été évoqué plusieurs fois. Vraiment, en fait, c'est grâce aux indicateurs que vous nous indiquez en fait en quoi et comment vous allez contribuer aux objectifs du programme. Les indicateurs. En fait, il y a eu un choix d'indicateurs qui a été fait par le programme et qui vise en fait clairement à orienter les porteurs de projets vers certains types de réalisations. C'est de cette manière en fait que le programme s'assure
que les projets contribuent bien aux objectifs spécifiques que lui, il s'est fixés. Une réalisation principale d'un projet, je le répète parce que ça peut paraître simpliste à ce moment-là, mais c'est vraiment très important. Une réalisation principale de projet, elle n'existe comme réalisation principale que, et simplement que, si elle permet une contribution à l'indicateur de réalisation du programme. C'est-à-dire que, en fait, une réalisation, enfin, un livrable, une réalisation que vous vous fixez comme projet et qui vous paraît être une réalisation, mais quand vous la confrontez à l'indicateur de réalisation du programme, n'a pas de correspondance claire, ça veut dire en fait que ce n'est pas une réalisation au sens du programme. C'est pour ça que je disais que les termes sont importants. Ça peut être un livrable dans ce cas-là, mais peut-être sans doute pas une réalisation. Un aspect technique important, tous les groupes de tâches ne sont pas tenus d'avoir une ou plusieurs réalisations. De fait, bien souvent, alors ça peut dépendre évidemment énormément des types de projets qui vont se développer, mais normalement, souvent, un projet n'a qu'une seule réalisation principale, ou deux. À ce moment-là, j'ai un petit quiz avant de rentrer vraiment dans le détail des indicateurs. Alors, je ne sais pas si ça va être lancé via l'application menti.com. Il y a un numéro, c'est le 6 4 2 8 9 3 0 5. Donc, je lis la question. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Je me présente sur un des objectifs spécifiques ouverts lors de ce premier appel à projet. Quel est l'indicateur de réalisation, ou quels sont les indicateurs de réalisation auxquels mon projet doit contribuer? On a trois options. Une, les stratégies et les plans d'action élaborés conjointement. Les actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le contexte de projet. Ou les deux solutions antérieures. Moi, je vois qu'une grosse majorité est déjà bien au fait des implications d'une participation à un programme Sudway 2021-2027, puisqu'effectivement, la bonne réponse, c'est les deux indicateurs de réalisation doivent obligatoirement faire l'objet d'une contribution de la part des projets dans ce premier appel à projet. Donc, dans cette prochaine slide, je vais vraiment vous expliquer en fait de quoi on parle lorsqu'on parle d'indicateurs de réalisation. Sur cette slide, on a vraiment les trois niveaux. On a le niveau projet avec les réalisations prévues, le niveau, on va dire, qui fait tampon entre projet et programme, puisque c'est l'indicateur de réalisation fixé par le programme auquel le projet doit contribuer, et enfin l'indicateur de résultat. Donc, il y a deux, on vient de le dire, indicateurs auxquels vous devez contribuer. Un premier indicateur qui sont les stratégies et les plans d'action. Donc une stratégie, en fait, je vais essayer d'être court, mais ça vise à établir une méthode ciblée pour atteindre un objectif dans un domaine spécifique. Un plan d'action, on va dire que c'est plus pratico-pratique puisque c'est traduire en action concrète une stratégie qui existe. En fait, ça décrit en détail le calendrier, les moyens, le rôle de chacun dans le développement. Donc c'est un peu plus pratique, entre guillemets, qu'une stratégie. Et deuxième indicateur de réalisation, c'est l'action pilote. Donc l'action pilote, c'est une mise en œuvre, ça a été également évoqué hier, c'est une mise en œuvre concrète de nouveaux dispositifs. Donc là, ce qui est important, c'est le caractère expérimental et démonstratif, hein, ce double caractère est très important dans l'action pilote. Donc en fait, l'action pilote, il peut y avoir deux grands types d'action pilote. C'est soit un test de solution innovante, soit une transposition, c'est-à-dire de démontrer en fait l'applicabilité d'une solution existante sur un nouveau territoire ou sur un nouveau secteur. C'est ces deux grands types d'actions qui peuvent être vues comme des actions pilotes et qui donc est le second indicateur de réalisation que vous devez absolument en fait, prendre en compte dans le développement de votre projet. L'indicateur de réalisation, il prend en compte exactement les stratégies et les plans d'action qui doivent être élaborés conjointement. C'est important le mot conjointement, on est dans un programme de coopération, donc ce n'est pas simplement un plan d'action qu'un partenaire va développer sur son territoire seul et point. Non, c'est vraiment l'aspect conjoint qui est central dans l'indicateur de réalisation du programme. Et là, on rejoint en fait le fait que c'est le programme qui choisit ces indicateurs. Et l'action pilote, elle a également cet aspect fondamental d'être conjointe et en plus, elle doit être mise en œuvre durant le projet et moi j'ajouterais même de manière le plus tôt possible. Pourquoi? Puisqu'en fait, l'action pilote, elle doit servir à dégager une solution.
Donc en fait, si vous faites une action pilote en toute fin de projet, sûrement, ça va être problématique pour pouvoir en fait dégager une solution et démontrer que cette solution est viable. Donc vraiment, l'action pilote, elle doit être réalisée assez tôt dans le projet pour pouvoir l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'en fait, on passe au troisième niveau, qui est le résultat. Et alors là, le résultat, vous avez par exemple le lien en fait, entre l'indicateur de réalisation et les résultats. Par exemple, on prend la stratégie et les plans d'action qui sont élaborés conjointement. Elle doit vous permettre d'arriver à des stratégies et des plans d'action qui sont adoptés par des organisations. Et là, on passe à un troisième niveau vraiment qui est, on va dire, plus loin dans le temps. Donc, je vais peut-être moins rentrer en détail puisque pour le moment, mais il faut vraiment le prévoir dans vos projets. Et quand on parle de l'action pilote, lui, c'est la solution. En fait, quand vous faites une action pilote, l'objectif final de l'action pilote, c'est de développer une solution. Et en fait, le fait que la solution soit adoptée ou développée par des organisations in fine. C'est vraiment le sens de toute cette logique d'intervention en fait, qu'on a expliquée. Et les deux réalisations, tant le plan d'action comme l'action pilote, se doivent de permettre en fait, à des organisations d'augmenter leur capacité institutionnelle. Pour résumer, le postulat de départ du programme, en fait, pour essayer de faire vraiment simple, parce que je sais que c'est une question qui est assez complexe, chaque projet en fait, doit permettre à minima. Donc en fait, vraiment, chaque projet, chacun de vous, au moment de monter votre projet, il doit se poser ces questions-là. Développer une stratégie commune, on parle de c'est une réalisation. Adopter, appliquer cette stratégie, on parle du résultat. Mettre en place une action pilote par projet, la réalisation. L'adopter et l'appliquer, les solutions qui ont été expérimentées via l'action pilote, c'est le résultat. Et enfin, en commun, le dernier indicateur de résultat qui est en commun pour les deux réalisations, accroître les capacités des organismes grâce en fait, aux activités de vos projets. Je passe à un troisième point qui est lié étroitement à ces questions-là. Là, quand même, je ferai un point d'attention. On est sur les critères d'éligibilité qui ont été un peu abordés par Alexandre dans une présentation antérieure. Bien différencier, quand vous allez relire les documents, que vous allez vous mettre dans votre préparation concrète du projet, bien différencier ce qui relève des critères d'éligibilité de ce qui relève de l'évaluation de votre projet. C'est-à-dire que les critères d'éligibilité, c'est un point antérieur à l'évaluation qui peut faire, s'ils ne sont pas respectés, que votre projet ne soit pas évalué. C'est ce qu'expliquait mon collègue Alexandre avant moi. Donc vraiment bien différencier ces deux points-là. Les critères d'éligibilité, ils sont assez simples, il y en a deux. Il y a des critères d'éligibilité liés en fait au type de projet. Donc l'action pilote est obligatoire. Donc là vraiment je reviens vers cette différenciation avec la question en fait, de l'évaluation. L'action pilote est un critère d'éligibilité. Donc il vous faut une action pilote, une démonstration sur le terrain en fait, de la viabilité des solutions que vous proposez. Et une question qui a été également commentée hier, des projets qui sont exclusivement centrés sur des thématiques maritimes ne sont pas éligibles sur le programme. Donc là, on est sur le premier critère d'éligibilité qui est trait au type de projet. Et on a un second critère d'éligibilité qui a trait au type d'acteur. Alors là, je n'ai pas pu rentrer en détail puisqu'en fait, la question, elle se traite au niveau d'objectifs spécifiques. Chaque objectif spécifique oblige à la présence de certains acteurs, de certains types d'acteurs dans les partenariats. Donc pareil, c'est très important de bien regarder dans le texte de l'appel à projet, dans l'objectif spécifique dans lequel vous souhaitez présenter votre projet, quels sont les acteurs qui doivent être présents obligatoirement. L'impact, il est potentiellement très important puisque s'il manque un des types d'acteurs obligatoires, le projet serait inéligible et ne serait donc pas évalué. Donc vraiment, c'est très important. Alors là, j'ai mis, on va dire, la grosse majorité des acteurs possibles, donc les autorités publiques, les opérateurs publics, les organismes scientifiques, les entreprises, les associations, les organismes de la société civile. Vous verrez que vous retrouverez peu ou prou tous ces types d'acteurs dans les objectifs spécifiques avec vraiment des spécificités en fonction de chacun d'entre eux. Donc vraiment, j'appuie très fortement sur ces deux derniers points de critères d'éligibilité qui viennent en fait après tant l'étude de la limitation des entités comme des critères d'admissibilité, viennent les critères d'éligibilité avant l'évaluation de votre projet. Et sur ce, je termine ma présentation et je passe la parole à ma collègue Alexandra Lopez.
Bonjour Christophe, bonjour, bonjour à tout le monde de nouveau. À propos de la présentation de Christophe, qui nous a parlé de logique d'intervention, l'un des points nous amène au plan de travail qui doit être en cohérence avec la logique d'intervention. Je ne vais pas insister de nouveau sur la logique d'intervention parce que je crois que c'est assez clair avec ce que nous avons entendu hier. Mais je dois parler du plan de travail. Je pense que la plupart d'entre vous savez déjà ce qu'est un plan de travail, mais pour le rappeler, en quoi consiste un plan de travail? Eh bien, c'est un document qui enregistre les activités, les objectifs et les tâches nécessaires pour atteindre ces objectifs et un objectif final, bien évidemment, en collaboration. C'est pour cela que nous sommes dans des projets de coopération transnationale et dans un délai prévu, donc calendrier. Et maintenant, nous allons parler de ce que serait un plan de travail d'une candidature Sudoe. Nous avons 2 points. Le premier, phase 1, nous allons demander au projet de définir des objectifs spécifiques. Maximum 3 objectifs spécifiques. Ne confondons pas les objectifs spécifiques du projet avec les objectifs spécifiques du programme. Les objectifs spécifiques du programme sont définis clairement dans le texte de l'appel à projet du programme Sudoe, mais les objectifs spécifiques du projet sont ce que vous allez nous proposer, des objectifs que le projet prétend atteindre. Et dans la première phase, dans cette proposition de projet, on vous demandera d'indiquer au maximum 3 objectifs spécifiques de ce projet. Et dans la deuxième phase, chaque objectif spécifique défini dans la phase 1 correspond à un groupe de tâches de la phase 2 si le projet passe à la phase 2. Imaginons que le projet a présenté 3 objectifs spécifiques dans la phase 1. Sur la phase 2, chacun de ces objectifs va correspondre à un groupe de tâches. Un autre point aussi, c'est que le plan de TAGRAL est intégré dans la logique d'intervention. Les activités devront être liées, associées aux objectifs proposés spécifiques du projet, alors que pendant la phase 2, nous allons demander un plan de travail détaillé. Donc, la différence entre la phase 1 et la phase 2 du travail, c'est que vous, en plus d'indiquer les 3 objectifs spécifiques, vous devrez détailler brièvement les activités qui peuvent atteindre ces objectifs, mais pas dans la phase 2. Dans la phase 2, nous entrons dans le détail. Vous devez indiquer chaque activité que vous devez réaliser pour un objectif spécifique du projet. Un autre aspect, c'est que chaque objectif spécifique du projet ou de tâche, dans le cas de la deuxième partie, est composé par différentes activités qui vont contribuer à atteindre les objectifs respectifs ou des tâches. Et de chaque objectif ou tâche naîtront des réalisations. Et j'insiste de nouveau sur la logique d'intervention, qui vont contribuer aux indicateurs de réalisation du programme. Une nouveauté dans ce nouvel programme de programmation, c'est que les entités de programmation sont directement intégrées dans les tâches spécifiques du projet. Et cela se verra dans la phase de celle de communication. Alors que dans le programme antérieur, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, il y avait un groupe de travail spécifique pour la communication. Pendant la nouvelle période de programmation, les activités de communication sont déjà intégrées dans chaque objectif spécifique. Et il faut indiquer chacun de ces objectifs pour chaque groupe de tâches, comment on pense les atteindre et comment ils sont présentés au public objectif. Un autre aspect, c'est que dans la phase 2, il y a aussi une section
associés aux activités de gestion du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un groupe de tâches et pendant cette nouvelle période de programmation, eh bien, il y aura une section qui correspond, séparée, pour les activités où vous devez définir clairement les structures, les procédures prévues pour assurer la qualité du projet, système de communication, gestion interne et de diffusion. Ici, j'attire votre attention sur l'importance d'une relation claire et objective de ce plan de travail, avec une séquence logique entre les différents groupes de tâches, logique et chronologique, parce que, bien évidemment, ce sont les évaluateurs qui vont lire ce plan de travail pour mieux comprendre l'idée de votre projet. C'est pour cela que j'attire votre attention ici sur une relation claire, sans entrer trop dans des technicismes, pour qu'un lecteur, quel qu'il soit, puisse comprendre ce que vous voulez transmettre. Quelle est votre idée de projet? Et finalement, je souligne le fait que nous avons les traductions, la langue qui prévaudra en cas de différence linguistique sera la langue du bénéficiaire principal, en cas de différence linguistique. Donc faites attention avec les traductions, il y a un délai ajouté pour charger les traductions sur la plateforme, comme l'ont dit mes collègues. Donc faites attention. Faites une bonne lecture, une bonne comparaison des différentes versions pour qu'il y ait de l'homogénéité. Et maintenant, à la fin, je veux expliquer schématiquement ce que nous présentons dans la phase 1. La phase 1 doit porter les 3 objectifs spécifiques du projet qui vont correspondre dans la phase 2 à chaque groupe de tâches spécifiques. Dans chacun de ces groupes de tâches spécifiques, il y aura une section de communication qui sera intégrée pour chaque groupe de tâches. Et dans chaque groupe, il y aura les différentes activités. Nous pouvons avoir une ou plusieurs activités pour chaque groupe de tâches. Et chacun de ces groupes de tâches devra produire des produits et des réalisations. Comme disait Christophe, il n'est pas obligatoire que toutes les activités contribuent avec des produits ou des réalisations. C'est pour cela qu'il n'y a pas cette obligatoriété de voir que chaque groupe de tâches ait des produits, des réalisations, mais il faut contribuer à ce lien entre les uns et les autres au niveau transversal. Quant au groupe de travail, comme option, il y a un groupe de tâches de préparation, comme le disait Fernando au début. Et maintenant, je passe à des principes. Le principe qui, dans la proposition, comme dans la deuxième phase, sont des principes que nous devons aborder. Le premier d'entre eux, c'est celui de DNSH. Ne pas porter atteinte, ne pas porter de préjudice. Cela signifie que ce projet au couvert du pacte vert européen, mitigation du changement climatique, adaptation du changement climatique, utilisation durable et protection de ressources hydriques et marines, etc., etc. Transition vers une économie circulaire. Cela veut dire qu'au début, il ne faut pas porter atteinte significativement à aucun de ces 6 principes. Et comment allons-nous savoir si le projet répond à ce principe DNSH? Eh bien, chaque projet devra faire une auto-évaluation et se poser la question, se demander s'il est conforme avec ce principe. Et sur la proposition de candidature de la première phase, nous prévoyons une question sur ce principe, de sorte que le projet ou le partenariat doit indiquer comment ce projet contribue aux directives européennes correspondantes, à la thématique abordée, et indiquer qu'il ne cause pas de mal, ne porte atteinte à aucun de ces 6 axes. C'est quelque chose qui devra être établi dans la proposition pour la première phase, pour pouvoir vérifier ensuite que le projet
respectent ce principe. Et à un deuxième niveau de principe, il y a les principes horizontaux que vous voyez à l'écran maintenant. Je crois que la plupart d'entre vous les connaissez déjà. Vous connaissez les trois. Le premier, c'est le développement durable, en tenant compte des objectifs de développement durable des Nations Unies, l'accord de Paris, le principe de ne pas porter atteinte à l'environnement, des NSH. Ensuite, égalité de chances et non-discrimination pour des raisons de sexe, origine raciale ou ethnique, religion, credo, handicap, âge ou orientation sexuelle. Et finalement, l'égalité entre hommes et femmes, intégration dans la perspective de genre. Et comment appliquons-nous cela dans une candidature SUDO? Bien, eh bien, comme auparavant, chaque projet devra réaliser une auto-évaluation de sa contribution à ces principes, et ces principes seront analysés lors d'une deuxième phase. Pendant la deuxième phase, le formulaire de candidature prévoit un onglet où il sera demandé dans quelle mesure le projet contribue à ces principes, c'est-à-dire s'il a un effet neutre, positif ou négatif, et la candidature devra justifier la réponse. Et là, j'appelle l'attention sur deux questions. La première, c'est vers le fait que la contribution doit être celle qui découle des activités inhérentes au projet et non pas des entités bénéficiaires. Parce que nous avons déjà vu dans toutes les périodes une confusion. Là, parce que quand vous répondez à vos candidatures, vous répondez au niveau de l'entité. L'entité fait ceci à ce niveau-là pour respecter un principe déterminé. Non, c'est au niveau des activités. Si les activités respectent les trois principes horizontaux. Et puis, autre chose importante, c'est qu'il faut être réaliste au moment de répondre. Ne répondez pas simplement oui, à tous les principes si vous n'allez pas l'être. Vous pouvez indiquer que les faits étaient neutres. Ce sont des réponses qui doivent être réalistes et la justification doit être cohérente avec la réponse. Voilà, c'est une des recommandations que nous donnons parce que nous voyons que parfois la réponse est toujours positive, 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 mais les justifications sont boiteuses. Et maintenant, puisque j'ai parlé de la communication sur la partie plan de travail, maintenant je donne la parole à mon collègue Antonio qui va parler dans le détail de ce qui est la stratégie de communication. Merci. Bonjour à tous. Merci Alessandra pour ta présentation. Nous allons maintenant nous pencher sur le nouveau rôle qu'acquiert la communication dans le programme SUDO 21-27. Pourquoi parlons-nous d'un nouveau rôle? Et quelles sont les comparaisons que nous pouvons établir avec le cadre de programmation antérieure? Vous devez prendre en compte que vous avez votre communication doit être vue, perçue comme un outil fondamental dès le moment de la présentation de votre candidature. Il ne faut pas le percevoir comme une obligation réglementaire, comme elle a été perçue jusqu'à maintenant, mais comme un engrenage, comme un instrument essentiel dès les premiers pas du projet. Il est important maintenant que les partenaires ou les bénéficiaires potentiels se familiarisent avec le terme stratégie de communication dès le début du programme. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les parties du projet doivent être associées, liées à ce qui est la communication du projet en soi. D'accord? C'est-à-dire que la stratégie de communication doit être présente à chaque pas, à chaque moment, à chaque jalon du projet, dès la présentation des candidatures. Que faut-il prendre en compte dans les projets? Bien d'accord que la communication, c'est une question essentielle, centrale, et que la stratégie de communication doit servir non seulement à diffuser les réalisations, les résultats du projet, mais pour faire connaître au quotidien, presque au quotidien, toutes les activités, tous les travaux qui se développent, qui se réalisent dès la phase d'exécution du projet. Toutes les activités prévues au projet doivent contribuer à la réalisation et au résultat du projet. Ils doivent être diffusés. Donc la communication va un peu plus loin. Pour le programme 21-27, elle est présente partout, sur chaque facette du projet. Et que doivent prendre en compte les projets à partir de maintenant aussi? Bien surtout,
prendre en compte les destinataires qui vont recevoir les messages des partenaires du projet. Nous allons insister là-dessus dès le moment zéro, du premier moment. Les bénéficiaires du Sud-Ouest, toutes les activités développées au programme sachent parfaitement qui est le public cible et les activités aussi. Comme l'a dit Alessandra, la stratégie de communication va se répéter pendant la deuxième appel à projet. Donc la communication doit cibler l'identification des objectifs spécifiques du projet et il doit spécifier en quelle mesure les actions de communication contribuent à atteindre les différents objectifs spécifiques du projet. Donc il est très important d'avoir très clair les publics cibles. D'un côté, les activités du projet et d'autre part, la communication et les messages que nous allons envoyer à notre public cible. Donc la communication doit inclure des activités très claires, celles qui vont être développées. Il est important de commencer à y penser dès maintenant et commencer à définir, former dans le détail puis la propre candidature du projet. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être fait une fois mis en marche le projet dans la phase d'exécution. Au préalable, on va exiger qu'il y ait une stratégie de communication. Comme je l'ai dit, il faut connaître très bien le public, les stratégies. Et pour cela, nous devons avoir très clair aussi les outils que nous allons utiliser pour essaimer ce message. Ce n'est pas la même chose, les réseaux sociaux, qu'envoyer de l'information à des médias locaux, régionaux, nationaux. Non, cela doit avoir une importance spéciale à partir de maintenant. Parce qu'on va beaucoup insister sur le fait que les messages arrivent d'une façon efficiente et efficace au public défini. Donc, le bénéficiaire principal du projet doit prévoir des ressources humaines dans son équipe pour recruter une personne ou plusieurs personnes responsables de la communication du projet. Il y a des projets qui les ont déjà, mais ceux qui ne les ont pas encore, vous devez savoir que cette figure du communicateur doit exister pour que le projet soit le plus professionnel possible, pour que la formation qui va naître du projet doit être le plus professionnel possible. Donc, je repars en arrière. Le secrétariat conjoint Sud-Ouest va essayer de faciliter toute l'information pour que les responsables de communication en profitent avec tous les outils nécessaires pour que ce soit une communication efficiente. Vous aurez une guide de communication, une guide où figurera de A à Z tous les conseils utiles et toute l'information utile pour faire cette communication efficiente. Vous aurez des webinaires, des ateliers, des activités spécifiques développées par les propres responsables de communication. Et un aspect très important, c'est qu'ils auront leur propre espace web. La création d'un site web existait déjà, mais maintenant nous allons laisser un espace web propre à tous les projets pour qu'il y ait une coordination entre le secrétariat conjoint et les responsables de communication du projet, pour que l'information soit toujours mise à jour. Donc, il sera très important que le secrétariat conjoint ait une communication fluide, continue avec les responsables de communication du projet. Ce ne sera pas des simples responsables de communication chargés de diffuser, de donner la publicité aux activités du projet. Eux aussi doivent être concernés, impliqués dans le projet dès le début. D'accord? En parlant dans le détail maintenant de cet espace web sur lequel compteront les responsables de projet, comme je dis, cet espace web va être accueilli dans le site web Interact Sud-Ouest et va faciliter l'accès à tout ce qui entre dans la page web, l'espace web du projet, l'accès à une information actualisée, de l'information importante du projet.
calendrier, description du projet, section de nouvelles, images, événements importants. Toutes ces informations qui doivent être actualisées tout le temps. Nous serons en contact depuis le secrétariat conjoint avec tous les responsables de communication pour que cette information se diffuse au fur et à mesure qu'elle sera créée. Cela permettra aux responsables de communication de partager toute l'information qu'ils considéreraient importante. En plus de cet espace web, le secrétariat conjoint va faciliter aussi aux responsables de communication le logo qui va être utilisé pendant toute période de programmation. Pourquoi est-ce que nous donnons cela? Eh bien, parce que vous savez que, en question d'image visuelle, nous avons des instructions de l'Europe. Donc, nous avons déjà toutes ces informations collectées, nous avons travaillé dessus et nous donnerons au projet et choisi le modèle pour que nous n'ayons qu'à introduire l'acronyme du modèle pour les différents supports, les différents modèles que vous allez utiliser. Comme vous le voyez, il s'agit de faciliter dans la mesure du possible le travail aux responsables de communication des projets SUDOE 21-27. Et puis, pour les bénéficiaires potentiels qui savent déjà qui doivent donner un rôle important à la communication, eh bien, je les encourage à jeter un coup d'œil aux fiches que vous avez déjà à votre disposition sur le guide SUDOE. D'une part, il s'agit de la fiche 11 où apparaît détaillée la communication des projets. Là, vous pouvez découvrir de l'information que je vous ai déjà donnée, mais d'autres détails intéressants et qui peuvent vous être utiles au moment d'aller plus loin et de créer cette stratégie de communication qui sera nécessaire pour la deuxième phase. Et par ailleurs, la fiche 4, dans la section 7.2, partie communication du projet, vous avez différents thèmes, différents points traités et qui sont très intéressants et vous devrez les prendre en compte au moment de présenter la candidature déjà. Règlement européen, rôle du nouveau responsable de communication, les projets SUDOE doivent avoir dans leur projet, puis d'autres questions comme le branding, la marque, la visibilité, tout cela est traité sur cette fiche 4, c'est important. Et voilà, ça y est, merci. Je vous encourage à visiter, à lire la fiche 11 et la fiche 4 pour commencer dès maintenant à les prendre en compte pour élaborer déjà votre stratégie de communication de vos projets. Merci.